ma bande de potes, j'ai jamais été le seul à avoir envie d'en finir. Mais on évoquait rarement le sujet. Voire jamais. Dans une société qui veut des hommes forts et courageux, ceux qui souffrent et veulent en finir sont vus comme des faibles et des lâches. Pas question d'en parler. Roland est un ami que je me suis fait à l'école primaire. Il a débarqué en CM2. Le gars a tout. Il est intelligent, drôle, sportif, beau gosse. Pour moi, c'est une sorte de mec parfait. Je pourrais être jaloux de lui. Mais comme en plus il est sympa, ce sera jamais le cas. Il devient l'un de mes meilleurs potes quasi instantanément. L'année de CM2 sera excellente. Avec Roland et d'autres potes, on sera dans la même chambre en classe de neige, on fera notre propre version du sketch de Télémagouille des Inconnus pour le spectacle de fin de séjour, et on se retrouve même privé d'une sortie de ski de fond, je me rappelle pas pourquoi, mais on passera la matinée à faire du baby-foot tous les deux. C'est un super souvenir et j'en ai plein avec lui. Après le CM2, on sera plus jamais dans la même classe, mais on restera quand même potes, et on se verra régulièrement. La dernière fois que je l'ai vu, il était venu me chercher à la gare. Je venais de Paris pour passer les vacances chez Johan. Je me souviens de notre discussion dans la voiture. Il m'a dit qu'il était fier de moi parce que même sans diplôme, j'avais réussi à travailler dans l'informatique et que ça marchait pour moi. Il m'avait sorti que je m'étais fait tout seul. Et même si je suis pas d'accord avec cette formule, je sais que ce qu'il voulait dire, c'est que j'avais fait des efforts. Ça m'avait fait plaisir tout ça. On m'a pas souvent dit de telles choses. À mon tour, je lui avais dit que j'étais fier de lui. Il était dans la police et avait choisi de s'orienter pour lutter contre le trafic de drogue, un sujet qui nous touchait pour avoir vu des amis mal tournés. En fait, la conclusion, c'est qu'on était tous les deux les meilleurs et qu'on pouvait être fiers de ça. Mais en vérité, on était surtout mal dans notre peau tous les deux, et pas capables d'en parler. Je n'ai jamais vraiment su ce qui allait pas chez lui. Quand je l'ai connu, c'était après la séparation de ses parents et un déménagement. Ça peut complètement être la raison, sauf qu'on n'en parlait pas. Ce dont je me rappelle, c'est son regard, si différent des autres. J'ai quelques photos de lui, dont une où il a vraiment ce regard, à la fois perdu dans le vide et chargé d'une tristesse insondable. Parmi les personnes avec qui je me suis senti proche très rapidement dans ma vie, beaucoup avaient des blessures en eux, des souffrances évidemment différentes, mais qui nous reliaient d'une certaine façon. Roland m'encourageait et me félicitait régulièrement. Il était bienveillant et parfois même protecteur. Je suis un peu comme ça avec mes amis, je veux qu'ils aillent bien, je veux les aider. On avait ça en commun, se soucier des autres, à défaut de nous soucier de nous-mêmes. À l'époque où je rencontre Mélina, lui est en couple avec Véronique, et c'est assez bizarre. Je trouve que Roland ne va pas bien du tout. J'attribue ça à cette pauvre fille qui n'a rien demandé. Ce sera même un sujet entre nous un jour. Elle sent que je l'aime pas et elle veut comprendre pourquoi. Je sais pas comment lui dire. En vrai, elle n'a pas l'air méchante, mais pourquoi mon pote est si différent ? J'ai vraiment l'impression que ça vient d'elle parce que c'est le seul changement que je vois dans sa vie. Et je suis un idiot, ça n'a jamais été de sa faute. Il allait mal depuis longtemps, lui aussi. Et elle n'y était pour rien. Je m'en veux énormément parce que je sais que Véronique a mal vécu le fait d'entendre dire que je l'aimais pas, et ça l'a marqué. Des années plus tard, j'ai tenté de m'excuser pour ça, mais avec l'alcool, j'ai pas vraiment réussi à lui dire correctement. Une fois de plus. J'étais incapable de savoir ce qui se passait chez Roland. J'aurais dû commencer par lui demander, mais est-ce qu'il m'aurait dit quoi que ce soit ? Il parlait pas alors qu'il souffrait. Et un jour, il a mis fin à cette souffrance avec son arme de service. C'est aussi ça de travailler dans la police. On a une arme, et quand on n'en peut plus, elle est là. C'est Johan qui me l'a appris par téléphone. J'étais en état de choc. Je retourne bosser sans rien dire au départ, mais j'arrive plus à coder une bête fonction. Alors j'explique tout à mes collègues. Ils réagissent comme ils peuvent. Ils sont avec moi. L'assistante RH est super gentille. En revanche, le responsable réagit comme une imbécile. C'est très contrasté. J'aurais pas la possibilité de rentrer dans le sud et assister à l'enterrement de Roland et vivre ça entouré de nos amis. Dans les jours qui suivent, j'ai l'occasion d'en parler avec un ancien pote sur messagerie internet. On évoque des moments de rigolade pour se souvenir de lui comme quelqu'un qui s'amusait, en sachant bien qu'il était malheureux. Il avait tout, sauf la joie de vivre. J'accepte son choix. Quand j'ai pensé en finir, je souffrais. Si j'avais eu une arme, je l'aurais sûrement fait. Malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de culpabiliser. J'aurais peut-être dû le pousser à parler. Et puis pourquoi il m'a pas appelé ? Il savait que mon père s'était donné la mort. S'il avait une telle idée en tête, j'étais le bon interlocuteur. Pendant longtemps, ça va me poursuivre ces pensées. Quelques années après, on m'apprend que mon ami Fabrice est a priori en grande souffrance psychologique.
On me raconte qu'il a essayé de se tuer en voiture. Je ne lui en ai jamais parlé. À l'époque, ça m'a détruit d'apprendre ça. Bon sang, mais tous mes potes vont mal. Ils vont tous partir. J'ai envie d'aller le voir, mais je sais comment se passent nos soirées. On se désingre, on chante sur des chansons tristes et je finis par pleurer. À quel moment dans tout ça je peux lui dire que je veux pas qu'il meure, que je veux pas le perdre? Est-ce qu'il a envie de l'entendre? On m'apprend qu'il a vu un médecin et qu'on lui a diagnostiqué un trouble, qu'il est suivi. Je le revois une fois, on se dit des choses, mais je sens que c'est compliqué d'en parler. Quand j'allais mal, je n'avais pas nécessairement envie qu'on me questionne, alors je le pousse pas à parler non plus. Un ami commun finira par me dire qu'il va mieux. Je m'autorise à le croire et je me sens soulagé pour lui. Mais j'ai du mal à aller vers lui. J'ai surtout peur de boire, et je sais que c'est presque inévitable avec cette petite bande. Alors je les évite. Les années passent. Je me retrouve un jour à lire sur les réseaux sociaux un petit message d'une personne qui s'est débarrassée de ses envies suicidaires et qui en parle avec nous. Je me lance dans un commentaire et quelque chose me vient. Ça aura toujours valu le coup. Pour chaque moment de joie, même rare, perdu au milieu de grands moments de peine, ça aura toujours valu le coup de pas se suicider. Roland n'a pas su se dire ça. Il n'a pas su se dire que ça valait le coup de continuer. La souffrance était plus forte. Sa mort m'a fait réaliser que je voulais pas me suicider. Je veux pas être responsable de ma mort et que les gens culpabilisent en se disant qu'ils auraient pu m'en empêcher. Je préfère continuer à souffrir plutôt que de les faire souffrir eux. Pour autant, des fois, je vais tellement mal que j'espère ne pas me réveiller. Je ne sais pas si ces idées disparaîtront complètement un jour de ma tête. Prochain et dernier épisode, aimer la vie.